essayer de prendre des meilleures décisions financières quand la vie est chère. Francis Gosselin. C'est facile de succomber à la tentation. On a une opportunité d'agir différemment. Vous pouvez agir. Vous êtes libre, chers amis. Salut Francis. Bonjour Alex. On peut peut-être lancer ça avec un petit... Je vais juste te mettre dans l'ambiance. On va se faire chicaner par Dominique Plamondon. On a-tu les droits? Non. Non, mais on va le prendre sur ton salaire. Oui, tu feras un virement à l'entreprise. Tu nous mets dans l'ambiance de Noël en ce 3 juillet, non pas parce que tu fais de la fièvre, c'est plutôt parce que le coût du transport maritime augmente déjà rapidement, même si on est plusieurs mois avant le temps des fêtes. Oui, ben en fait, pour nous qui célébrons peut-être bientôt les vacances, là, la fête du Canada, Noël du campeur. Noël du campeur, très bien vu, Isabelle. En fait, les détaillants puis toute la chaîne là, sont en train, eux, de prévoir Noël. Je sais que ça peut sonner bizarre si vous n'êtes pas dans l'industrie, mais Dans 3 semaines. placer les commandes, les bateaux qui partent là, d'Asie puis d'Europe, puis je ne sais trop où, ça s'anticipe de nombreux mois d'avance. Et là, ce qu'on constate, en fait, c'est qu'à l'échelle mondiale, il y a une espèce de conjonction qui combine, évidemment, la situation là, dans le détroit d'Ormuz. Il y a quand même encore quelques centaines de navires là, qui sont prisonniers du Golfe Persique, donc c'est tout ça en moins. Je lisais là, entre 200 et 300 bateaux là, qui sont à l'ancrage là-bas, sur environ 5500 navires. Bon, c'est un petit peu moins c'est peut-être 5-6%, mais c'est quand même une différence majeure. Donc, il y a un enjeu d'offre en matière de transport. S'ajoute à ça tous les coûts là, liés au pétrole, donc le coût de transport lui-même est augmenté, si bien que le coût de transport maritime a évolué là, de 80 à 120% au cours des quelques dernières semaines. Et là, tout ça va engendrer une pression à la hausse sur possiblement les prix à l'approche de Noël. Donc, tu sais, quand je vous dis que l'économie fonctionne toujours par de fortes anticipations avec des conséquences de long terme, c'en est un actuellement. Puis, il n'y a pas une solution simple. Ça rappelle énormément ce qu'on a vécu en 2022, là, au sortir de la pandémie, où là, tout le monde s'est comme un peu réveillé en même temps. Il nous fallait toutes sortes de choses dont on avait manqué pendant qu'on était confinés. Et il y avait une pénurie de conteneurs là, à l'époque, ce qui était quand même une chose assez inédite là, dans le système économique mondial. Et bien là, c'est plutôt une pénurie de capacité, là, vraiment conteneurs, navires, à capacité portuaire. Et donc, c'est pas quelque chose là, qui doit nous inquiéter outre mesure, mais quand même, c'est une nouvelle pression additionnelle sur les prix qu'on va subir à l'approche des fêtes. Puis quand il y a des crises comme ça, Francis, des fois, c'est à se demander, nous autres comme consommateurs, ça va-tu être un peu la nouvelle normalité? Là? Est-ce que ça va être comme un prétexte pour dire, oui, mais maintenant, ça va être ça le prix, crise ou pas crise, puis ça va être ça le nouveau la nouveau bonne nouvelle, j'ai envie de dire, c'est quand les prix augmentent comme ça, puis on l'a vu en 2022, ça incite plein de monde à s'y mettre. Donc là, on augmente la cadence de production de conteneurs. Même Montréal, là, on va créer le nouveau port de Contrecœur. Ça, c'est quelque chose sur lequel on travaille depuis longtemps. Mais la capacité portuaire, c'est quelque chose sur lequel, à l'échelle mondiale, tout le monde réfléchit, travaille parce qu'on anticipe des croissances. Et justement, pour éviter que les coûts de transport soient trop élevés, là, on essaie de créer un peu de lousse dans le système, en bon terme très, très technique, ça, économiquement, le lousse économique. Mais donc, il nous en faut. Si on est capable, évidemment, toujours la même rengaine, hein, mais si on est capable de mettre un terme définitif au conflit et de réouvrir pleinement le détroit d'Ormuz, là, comme je le disais, c'est quand même ces centaines de navires-là qu'on va remettre en circulation. Ça aura aussi un effet bénéfique. Mais dans l'immédiat, à l'approche de la période des fêtes, je sais que c'est drôle à dire, il y a cette espèce de crunch là, avec lequel il faut pallier. Ça fait penser dans le monde des arts et spectacles, c'est à ce moment-ci de l'année qu'ils tournent les émissions spéciales du temps des fêtes. Ouais. Souvent, les albums de Noël, ça s'enregistre à ce temps-ci de l'année. Ils mangent de la dinde mon un petit 3 papa juillet. Noël était pas trop dans le champ vraiment du tout. on point. Alors, on était direct dessus. Hey, explique-nous quelque chose qui s'est passé en bourse cette semaine. C'est-à-dire qu'on a des résultats de Tesla. On voit que les ventes augmentent, mais le titre a chuté en bourse. Oui, les ventes ont augmenté, puis pas juste un petit peu. Hein, c'est une hausse de 25% par rapport à la même période l'an dernier. Faut dire que ça avait quand même un peu chuté là, tout au long de l'année dernière, là, en raison notamment de l'implication d'Elon Musk auprès de l'administration Trump. Beaucoup de gens qui avaient décidé de ne pas acheter de Tesla, surtout en Europe. Là. Ici, on l'avait un peu vu, mais en Europe, là, c'était vraiment des effondrements catastrophiques des ventes. L'Europe a beaucoup conduit là, à cette hausse de la vente de véhicules. On a donc vendu 480 000 véhicules au deuxième trimestre pour Tesla. Et ce qui est intéressant, c'est que les experts, le marché, les économistes anticipaient plutôt 405 000, 406 000. Donc, on est bien au-delà de ce que les estimations avaient
avait prévu. Tout au long de la semaine qui se termine, le titre avait augmenté en anticipation de cette espèce de rumeur que les nouvelles seraient bonnes. Et donc là, hier, on a vu comme cette correction majeure, une perte de presque 8% de la valeur de l'action, parce que c'est comme si on avait suracheté la rumeur. Évidemment, les nouvelles étaient très bonnes, mais suracheté la rumeur, et donc là, on a comme vendu sur la nouvelle. L'autre élément, en fait, deux autres éléments qui sont intéressants à savoir à propos de Tesla, c'est que 97% des véhicules vendus, c'est le modèle 3 et le modèle Y. Là. Je ne sais pas si les gens connaissent un petit peu ça, mais grosso modo, la voiture, c'est deux chars. Contrairement à GM, Ford, qui ont des dizaines de modèles, des fois sur plusieurs marques, les Lincoln, les GM, les GMC. Là, c'est vraiment Tesla, deux voitures avec quelques variations. Le modèle S et le modèle X, qui sont ceux qui ont vraiment donné sa réputation à la marque il y a 10-15 ans. Et beaucoup plus cher. Beaucoup plus cher. Eux, ils ne sont plus faits. On a cessé la fabrication. Et le Cybertruck, évidemment, c'est une catastrophe. Il ne s'en vend pratiquement pas. C'est mais ce qui est intéressant du point de vue financier, c'est que tôt ou tard, Tesla va devoir prendre la perte. Ils ont investi massivement, possiblement, on ne sait pas tous les chiffres, mais des milliards de dollars à concevoir, à fabriquer la capacité d'assemblage. Ils n'en vendent aucun. Ça, dans leurs états financiers, il y a des actifs qui un jour vont devoir être amenés à zéro puisque le Cybertruck, je vous en fais la prédiction, va être arrêté tôt ou tard. Ce n'est pas un véhicule que les gens souhaitent acheter. L'autre élément qui est intéressant et qui explique la baisse de la valeur, c'est que Tesla vaut... juste à titre de comparaison, Ford a eu une mauvaise journée hier aussi en bourse. Oui. Ils ont annoncé une baisse de 10% de leur vente, mais Ford vaut 50 milliards de dollars en bourse. Tesla vaut 1250 milliards de dollars en bourse, donc 25 fois plus. Pour à peu près des livraisons là, dans le même ordre de grandeur. La valeur de Tesla, elle repose largement sur la conduite autonome. Donc, cet espoir qu'un jour, ton auto que tu possèdes, elle va aller chercher du monde pendant que tu n'es pas là, puis générer du revenu, ce qui est, encore une fois, un peu spéculatif, et les robots. Et là, quand on voit hier, ce qu'on constate, en fait, c'est que l'augmentation dans la dernière semaine et tout ça n'est que liée à l'augmentation des ventes de chars. Ça se comporte, même si c'est très fortement valorisé, ça se comporte comme une compagnie de chars. Et donc, certains commencent à mettre en question l'histoire qu'on nous raconte, que non, c'est pas une compagnie de chars, c'est une compagnie de technologie, c'est une compagnie qui va révolutionner le monde. Et donc, c'est à se demander si, encore une fois, c'est une entreprise qui est nettement survalorisée à la lumière de ses revenus ou de ses livraisons. Donc, si l'histoire racontée de la conduite autonome et du robot ne se réalise pas au cours des 2-3 prochaines années, c'est assez évident que tôt ou tard, cette entreprise-là va être ramenée de ses niveaux stratosphériques à un niveau plus normal, donc peut-être quelque chose comme 50 ou 100 milliards de dollars. Comme une odeur de brûlé, non pas en studio, mais dans l'univers de l'intelligence artificielle. Bon, si vous n'avez pas eu la chance, rapidement, de voir l'entrevue de Alex Karp, le patron de Palantir, donc qui est une société d'intelligence artificielle au service notamment du militaire. Il était en entrevue à CNBC plus tôt cette semaine et il s'est lancé dans une attaque sauvage contre Anthropic et OpenAI en disant ces gens-là volent la propriété intellectuelle de leurs collègues, leur service ne sert à rien, ils facturent des tokens, ils facturent l'utilisation parce qu'ils ne sont pas capables de démontrer la valeur. C'était vraiment là, un diss, comme on disait quand j'étais jeune, envers ces deux principaux rivaux. Et on sent que ces deux entreprises, donc Anthropic et OpenAI, qui anticipent une entrée en bourse plus tard cette année, commencent à être un petit peu dans l'eau chaude. Hein? C'est des valorisations là, dans les 1000 milliards là, approximativement. Et là, hier, Sam Altman, le patron d'OpenAI, a même fait flotter l'idée que le gouvernement Trump pourrait prendre une participation de 5% dans l'entreprise. Moi, je vais vous dire une chose, quand tu es à la tête d'une entreprise technologique de forte croissance qui est supposée d'être en train de révolutionner l'avenir, puis qui vaut donc bien cher, puis waouh, la dernière affaire que tu veux, c'est d'avoir le gouvernement dans ton capital, puis autour de la table. Généralement, c'est comme le dernier recours quand tu es comme au bord de la fête. Ouais. On le voit au Québec. Les entreprises qui se tournent vers le gouvernement, c'est typiquement pas couche-tard et donc... Des belles histoires de succès avec des terrains vides. Et donc, je sais pas, on n'a pas toute l'information ce qui se passe derrière des portes closes, mais entre le discours d'Alex Karp et cette annonce hier de Sam Altman qui prie pour que Donald Trump intervienne dans son capital, je vous avouerais que ça sent le brûler, comme tu le disais. Je ne sais pas exactement ce qui se passe autour de l'intelligence artificielle, ces modèles limites, mais clairement, il y a quelque chose qui est en train de changer un petit peu dans ce panorama-là.
moment-là. Faudra voir d'ailleurs, pour ceux qui en détiennent, quel impact tout ça va avoir sur SpaceX, qui est un autre acteur qui a beaucoup misé dans son histoire sur l'intelligence artificielle. Si vraiment le secteur est en train de vivre un réajustement, j'ai envie de dire, ça pourrait affecter aussi d'autres titres cotés en bourse. En même temps, quand il y a de l'argent à faire, le Donald n'est jamais bien loin. Hein? Non, effectivement. C'est pour le peuple américain, Oui, comme toujours. tu le sais, évidemment. Et Jamais pour son compte. C'est par Il y a le cœur grandeur sur la d'âme main. et par générosité qu'il fait tout ça. Merci Francis, on t'écoute à Oui, midi. et on se retrouve lundi. Salut.